Comment passer de la compréhension d'un insight à l'action? Comment alimenter les bons KPI avec les données clients? Bienvenue dans De l'écoute client à l'impact business, le podcast qui vous guide au cœur de la connaissance client pour transformer vos décisions business. Alors ici, on décortique la mise en place d'une recherche structurée, on met en lumière les KPI qui comptent et on partage des exemples concrets issus de différents types d'organisations. Que vous soyez product designer, marketeur, responsable expérience client ou responsable communication, eh bien ce podcast vous donne les clés pour faire parler les données et générer un vrai impact. Prêt à faire le saut? C'est parti. Dans ce premier épisode, j'ai eu le plaisir d'interviewer Gaël Sesnecht et Anne-Sophie Guillou au sein de l'équipe research de l'entreprise Criteo. Vous saurez comment elles organisent les différentes sources de données pour alimenter les connaissances clients, mais aussi comment elles ont défini des products CXKPI et quelle est la place de l'équipe research au sein de l'organisation et ses liens avec d'autres, tels que l'équipe Product Analytics par exemple. Vous y apprendrez notamment comment elles ont surmonté les enjeux d'intégration de différentes sources de données dans leur nouvel outil de repository, les enjeux aussi d'exploitation des insights auprès des bonnes équipes au bon moment, et comment elles articulent différents indicateurs tels que le NPS et le CSAT. Alors, bonne écoute. Bonjour et bienvenue Gaël et Anne-Sophie. Merci d'être présentes pour ce premier épisode du podcast de l'écoute client à l'impact business. Je vous propose de vous présenter en quelques mots. Bonjour Nabil. Donc je suis Gaëlle, donc je suis la collègue d'Anne-Sophie. On travaille toutes les deux chez Criteo, donc qui est une entreprise de AdTech. Donc on développe des outils, des plateformes pour des entreprises pour faire de la publicité en ligne ou bien pour des médias pour accueillir ou des retailers pour accueillir des publicités sur leur site. Pour me présenter rapidement, je suis donc la lead de l'équipe User Research, enfin recherche utilisateur en français. C'est une équipe donc qui est assez petite au sein d'une équipe product design, elle-même au sein d'une équipe produit. Et on est 4 personnes dans l'équipe, voilà, avec chacune un scope dédié sur une plateforme en particulier ou des sujets de research. Salut Nabil, Anne-Sophie. Donc comme disait Gaëlle, on travaille toutes les deux chez Criteo. Et moi je suis senior UX researcher chez Criteo. On a chacune nos différents scopes, mais en gros voilà, donc mon métier c'est de comprendre comment nos clients et nos utilisateurs utilisent des plateformes pour les améliorer. Ok, très bien, merci. Alors j'ai un petit peu révisé avant qu'on se voit. A priori, Criteo, c'est 3500 collaborateurs, 25 bureaux dans le monde, 17 000 clients. Quand on voit un petit peu cette taille-là d'entreprise, et se rendre dans le vif du sujet, comment vous organisez la connaissance client? Alors 4 user researchers, 3500 collaborateurs, le ratio il est un peu en votre défaveur ou pas d'ailleurs. Donc comment ça se passe? À quel point la connaissance client elle est intégrée dans la culture de l'entreprise? Alors, la connaissance client chez Criteo, elle est très, ça fait partie du cœur en fait de l'entreprise, mais on n'est pas les seuls en fait à aller la chercher forcément. Et donc, au sein de notre équipe à nous, en tant que user researcher, on a comme j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, on a nos scopes. Donc, en fait, en fonction de nos scopes, on va aller chercher, faire de la discovery, etc. pour informer les équipes produits afin de développer les features de la meilleure manière. Mais on n'est pas les seuls à collecter de la donnée client et du feedback client en général. Il y en a un peu partout dans l'entreprise. Donc, il peut y avoir les équipes go-to-market qui vont aller comprendre qu'est-ce qui va faire qu'un client va vouloir travailler avec Criteo, donc au-delà de l'utilisateur, le client, l'acheteur, on va dire. Et puis après, il y a toutes les équipes commerciales aussi, bien sûr, qui collectent de la donnée client. Et Criteo, c'est une boîte de data, donc il n'y a pas que le Cali qui rentre en compte, il y a aussi beaucoup les données comportementales et les data pures et dures. Et en fait, Criteo se base énormément sur ça pour prendre plein de décisions.
je voulais juste rajouter sur ce que tu disais. Donc, effectivement, il y a de la connaissance client un peu partout, en fait, chez Criteo, dans différents équipes, différents départements. Mais aussi, du coup, ce qui fait que cette donnée est silotée aujourd'hui. Elle est silotée et elle est stockée dans des endroits différents, des fichiers Excel, des pages Confluence, etc. Donc, voilà, ça c'est effectivement la situation actuelle sur laquelle on a travaillé d'ailleurs cette année et les fins de l'année dernière. Donc on a solutionné en partie ce problème-là. Et pour revenir à l'histoire de la data, effectivement, on est une entreprise qui est très orientée data. Donc les équipes produits forcément suivent des KPI, des métriques sur leurs features, sur les flows, etc. On a des outils effectivement d'analytique. On était sur Amplitude, maintenant on est passé sur un autre outil d'analytique qui s'appelle HIP. Et donc vraiment le mot d'ordre de l'équipe product design, mais aussi produit, c'est vraiment d'être data-driven et de se baser vraiment sur des métriques, des KPI pour pouvoir mesurer l'impact des features sur le business, sur le ROI de l'entreprise. Donc on est vraiment dans cette démarche-là. Voilà, après, c'est pas toujours fait... c'est pas parfait, mais voilà, en tout cas, c'est vraiment une volonté forte. En tout cas, le suivi de ces KPI, ça fait partie de la fiche de poste de tout membre de l'équipe product, j'imagine, évidemment. Et il y a des reviews qui fait qu'à un moment donné, vous avez peut-être des points d'alerte sur des KPI qui d'un coup bougent, alors négativement, pour déclencher d'autres choses ou pour aller essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que ça arrive, ça, ou comment ça se passe ? Alors, je vais parler à notre échelle, à nous, l'équipe Product Design, parce que du coup, les PM ont une autre manière de faire, mais justement, on est dans une démarche on essaye de consolider tout ça dans une démarche commune. Donc, on a en 2024, début 2024, défini des Product CX KPI. Donc, qui sont des KPI de suivi justement de la satisfaction des utilisateurs sur nos plateformes. Donc, qui sont à la fois un mix de KPI déclaratifs, donc c'est l'UMUX PMF, donc qui est un survey qu'on envoie tous les quarters pour récolter ce score auprès de nos clients et comprendre quelle est leur satisfaction sur les plateformes. Alors UMUX PMF, juste pour... Oui, alors cet acronyme, ça fait beaucoup de lettres. Oui, pardon. C'est tellement intégré que... Alors, UMUX, c'est Usability Metric for User Experience, et PMF, c'est le Product Market Fit. Donc, on a fait un merge des deux avec 3 questions qui doivent être ratées, scorées, à savoir le ease of use, est-ce que c'est facile d'usage, est-ce que ça répond bien aux problématiques et aux besoins, et est-ce qu'en termes de features ou de plateforme, en tout cas, ça répond encore plus par rapport à la compétition, aux besoins par rapport à la compétition. Donc voilà, donc ça, on a mis ça en place en 2024. On mesure notre UMUX PMF depuis 2024. Chaque trimestre, on a un score. Donc les PM, les équipes produits peuvent suivre ce score et voir l'évolution, notamment avant release d'une feature ou après, de pouvoir voir un peu la différence, etc. Donc ça, c'est un KPI qu'on suit. Et l'autre KPI qu'on a mis en place, mais qu'on va accélérer, mettre en place de manière un peu différente à partir d'août, c'est le Frustration Score. Donc là, c'est notre Behavioral KPI, c'est-à-dire c'est ce KPI qui va nous permettre de suivre la frustration des utilisateurs lorsqu'ils utilisent nos outils. Donc c'est ce qui n'a rien à voir avec le CES, avec le Customer Effort Score. Non, c'est pas pareil. D'accord, ok. Ouais. Là, c'est vraiment en fait le Frustration Score. Donc, c'est un mélange de métriques qu'on définit. Donc, ça peut être du rage click, ça peut être du page load, ça peut être qu'est-ce qu'on a d'autre de la conversion. Voilà. On en a construit un chez nous. Mais on va se munir de celui de Content Square parce qu'on est en train d'intégrer la solution Content Square qui en a un intégré donc du coup dans son outil et qu'on va pouvoir plugger à toutes nos features. Voilà. D'accord. J'étais en train de me dire en t'écoutant que si vous en êtes à créer vos propres métriques, c'est qu'il y a une certaine maturité
dans le jonglage de la donnée ou dans les objectifs que vous voulez suivre. D'ailleurs, les membres research, ils sont là depuis combien de temps dans l'entreprise, votre équipe? Ouais, les premiers qui sont arrivés, c'était quand? Alors, moi, je faisais partie des premiers. C'était il y a 7 ans, en fait. Alors, il y a 7 ans, on était une équipe product design. Ensuite, 1 an ou 2 ans après, on s'est spécialisé en UX designer, UI et user researcher. Et puis on a eu le content aussi tout ce qui est copywriting, etc. Content writer, etc. qui ont intégré aussi les équipes. Donc effectivement, l'équipe elle est comme ça depuis bien quand même 4 ans en fait, spécialisée de cette manière-là. Depuis 2020, ouais, en fait. Ouais. D'accord, ouais. Voilà. Donc, oui, on a quand même la volonté de par le fait qu'on est une entreprise à tech, il faut aller vite. Donc, on a cette culture d'entreprise qui est d'être toujours plus efficace, d'aller toujours plus vite, d'avoir les bonnes choses pour mesurer les bonnes choses. Enfin, on a vraiment cette culture de l'amélioration aussi, de nos outils, mais aussi de nos process, de nos plateformes, mais aussi de nos outils qui nous permettent de designer, par exemple, et de nos process. D'accord. Ouais. Et quand on est dans cet orga-là, est-ce que on se dit, très bien, tout le monde a la culture de la donnée, a le réflexe d'aller voir ce qui se passe, de se poser des questions. Et est-ce que vous avez besoin, vous, en tant que researcher, de créer des templates, de démocratiser un peu certaines méthodes pour que n'importe qui est en contact avec la donnée ou avec un user, avec un client, grosso modo, il sait comment l'exploiter? Est-ce qu'il y a quand même des démarches, votre travail à vous, est-ce que c'est aussi d'embarquer l'interne sur la manière d'exploiter les données qu'ils ont entre les mains? Dans l'ensemble, oui. Après, il y a de la granularité dans la réponse. Déjà, il y a une équipe Product Analytics chez Criteo. Donc, eux, ils sont vraiment... c'est des data scientists. Donc, ils sont là pour aussi créer des dashboards, pour pas mal de choses. On travaille beaucoup avec eux, notamment par rapport à tout ce qui est l'implantation de HIP, l'outil qui est l'équivalent, ça peut être l'équivalent de Google Analytics pour certains sites, mais nous c'est HIP. Après, on crée des dashboards, notamment pour des UX designers ou même pour des scopes spécifiques pour certains PM, etc. Voilà, il y a aussi même dans la donnée quali, donc nous on a maintenant Marvin comme outil de repository. Là aussi, c'est pareil, il y a quand même toujours un peu besoin de structurer la donnée. En fait, c'est toujours pareil, la donnée, c'est universel et en même temps, c'est interprétable. Donc, il faut... Quand on fait, par exemple, Gaël parlait tout à l'heure de l'UMX-PMF, c'est nous qui analysons cette donnée-là parce que derrière, il peut y avoir des choses à prendre en compte pour l'interpréter correctement. Parce qu'après, c'est toujours pareil, il ne faut pas l'utiliser mauvais escient non plus. Donc, pareil, nous, quand on travaille l'UMX-PMF, on travaille avec l'équipe Product Analytics pour s'assurer qu'on a les confidence scores, etc. Parce que, eux sont encore plus experts que nous sur ce genre de domaine. Donc, voilà. Et on essaye de s'aligner le plus possible les uns les autres parce que le pire, c'est de sortir quelque chose et puis qu'une autre équipe sorte l'inverse. Voilà, de réinterpréter la donnée de façon différente. Ça peut créer des problèmes. D'accord, ouais. Vous avez cette vision transversale où il y a besoin d'incarner cette démarche générale et de se dire, OK, il y a des données qui viennent d'un peu partout. Ayant le bon mindset finalement pour l'analyser ou pour même croiser avec d'autres services. Est-ce que ça vous arrive par exemple de vous dire tiens, on va avoir en effet ces data scientists et que il faut qu'on mixe ces données-là ou ces gens-là dans une réunion avec d'autres personnes parce qu'il y a un scope qui est beaucoup plus large que le leur spécifiquement et que c'est relié peut-être aussi à une roadmap ou à un projet stratégique de l'entreprise et là il y a besoin de croiser finalement les sources et les contributeurs. Au niveau de la donnée quali, nous, il y a deux de nos collègues de l'équipe qui ont fait
un talk, enfin c'est pas vraiment une conférence, mais une présentation au sein de l'entreprise sur ce qui est le concept de persona. Parce que en fait les personas c'est donc des archétypes d'user, mais nous on a notre vision de user persona. Mais chez Criteo, il y a d'autres personas. Il y a les clients personas qui sont gérés par les équipes GTM. Il peut y avoir des personas aussi qui sont gérés par des équipes sales, etc. Oui, Donc, les buyer persona, par exemple. Ou les buyer personas, Ok. etc. Et en fait, elles l'ont fait d'une manière qui était assez maligne, de montrer justement la différence entre les différents types de personas et le besoin de collaboration entre les différentes équipes pour faire un lien en fait entre les différents personas. D'expliquer qu'on ne peut pas avoir 35 user personas parce que ça ne va pas fonctionner. En fait, les designers vont pas arriver à designer quelque chose avec 35 user personas. Par contre, on peut avoir 35 segments de clients, etc. Et donc, oui, on a besoin de s'aligner, mais il faut toujours prendre en compte l'angle de l'équipe en fait. Nous, notre équipe, notre focus, c'est le user. Donc le user, c'est le client, mais c'est pas toujours le buyer. Donc c'est important de l'avoir en tête parce que ça va permettre après de s'aligner et aussi de définir les scopes entre les équipes aussi, parce que parfois ça peut être un peu un sujet aussi. J'ai rajouté aussi en termes de collaboration sur la data, de plus en plus, donc on va mélanger du Kali avec de l'analytique dans les restitutions qu'on peut faire. Et là, du coup, il y a une collaboration forte, notamment faite avec Pax, parce que eux sont quand même plus experts pour aller chercher le bon chiffre sur HIP. Mais du coup, on va vraiment mélanger, effectivement, je ne sais pas, par exemple, de la conversion, avoir de la data vraiment des métriques sur un sujet en particulier, et aussi du quali. Par exemple, là, récemment, on a fait une étude sur l'usage particulier de nos plateformes, et on a regardé à la fois dans HIP, et Pax nous a aidé pour le faire, Product Analytics, et à la fois on a envoyé un survey et on a fait un suivi un peu quali avec des clients pour avoir justement ce côté un peu plus qualitatif et verbatim. Donc mélanger verbatim avec data, c'est aussi hyper puissant, et c'est ce qu'on nous demande de plus en plus de faire, pas juste avoir la verbatim en fait. Oui, bien sûr, ouais. Ou à l'inverse, ne pas s'imiter qu'aux données. Il y a des gens derrière qui utilisent, et que j'imagine qu'un verbatim, ça incarne aussi un problème, une frustration, un contentement aussi. Oui, mais le travers d'une équipe research va être de faire le quali, d'avoir ce côté verbatim. Et Il y a des vrais gens derrière. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des gens derrière. Mais on est moins, culturellement, on a moins cette culture de la data, comme peut l'avoir un product analytique, une personne qui travaille chez product analytique. Voilà. Mais on nous demande de l'avoir, donc de plus en plus. Donc on regarde, on fait. Ouais. Et les deux se combinent bien ensemble. Ouais. D'accord, ouais. Et vous dites aussi, j'ai l'impression qu'il y a besoin de désiloter, quoi. Il y a besoin et aussi de parler le langage de l'équipe qui va exploiter les données que vous lui fournissez, ou que vous aidez en tout cas à ce qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils vont en faire, quoi. Il y a vraiment ça, c'est se dire que vous devez aller auprès de chaque équipe, savoir quels sont leurs intérêts, leurs objectifs, les KPI qu'eux suivent, pour vraiment s'adapter à ce qu'ils veulent, aller chercher ce dont ils ont besoin, et puis aussi les livrables. Ils doivent évidemment, vous devez livrer l'information qui est suffisante pour chacune des équipes, quoi. Oui, tout à fait. C'est un peu comme dans les présentations, il y a souvent le sommaire exécutif et puis la partie plus détaillée. C'est pareil, ça peut nous arriver d'avoir à faire des présentations pour du C-level, donc vraiment la direction. On ne va pas aborder les sujets de la même manière, ils ne s'attendent pas à la même chose. C'est un art, c'est pas toujours 100% maîtrisé, mais ça progresse, et c'est vrai que c'est important parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de temps, donc on ne dit pas les mêmes choses à certaines personnes. Et puis même le projet qu'on a eu là, de repository avec Emervin, en fait quand on a sondé les product managers
sur leurs besoins, parce qu'en fait, nous, cet outil, c'est pour nous, mais c'est pas que pour nous, c'est pour que la donnée et les feedbacks clients soient accessibles hyper facilement par les product managers. Donc en fait, on voulait comprendre ce dont ils avaient besoin et clairement, eux ont besoin d'avoir, si on veut que ce soit une single source of truth, ben, ils ont besoin que ce soit vraiment une single source of truth. Donc ça veut dire que ce n'est pas que la donnée que nous, on collecte. Donc ben, derrière, c'est quand même un gros travail parce que la donnée client, comme je disais tout à l'heure, c'est partout dans l'entreprise. Donc en fait, réussir à avoir quelque chose qui centralise tout ça, c'est assez complexe. Mais c'est en chemin en fait. C'est pareil. Il peut y avoir de la donnée dans les tickets support, il peut y avoir de la donnée dans les boîtes mail des commerciaux, il peut y avoir de la donnée dans nos surveys à nous, mais aussi dans d'autres surveys. Donc le but, c'est d'essayer de trouver des moyens pour que on arrive à avoir tout au même endroit, mais sans polluer non plus l'information. Parce qu'on peut aussi avoir, nous par exemple, dans notre équipe, on a des études qui sont B2C. B2C, c'est pas nos clients directs. Donc, il faut réussir à l'avoir dans le repository, mais sans polluer l'information qui vient de B2B. Parce que ils n'ont pas les mêmes besoins. Et donc, voilà. Donc, c'est un travail qui est encore à perfectionner, mais ça permet, en fait, quand on arrive à avoir cette single source of truth, en fait, on gagne énormément de temps et surtout, on permet d'accélérer les choses et en même temps d'être beaucoup plus efficace et beaucoup plus pertinent après dans les prises de décision. Et vous disiez en effet, dans le cadre du nouvel outil que vous avez pris il n'y a pas longtemps, et de ce que vous dites, que la donnée est partout, donc il y a beaucoup de contributeurs, j'imagine. J'avais retenu peut-être une vingtaine de contributeurs qui vont alimenter l'outil, c'est bien ça? Et qui du coup en retour l'exploitent aussi? Oui, on a plus d'une vingtaine de contributeurs. Tout le monde ne l'utilise pas de la même manière et tout le monde et on a encore aussi nous à éduquer et à démocratiser l'outil. C'est un outil qui est hyper facile d'utilisation, mais ça n'empêche qu'il n'y a pas forcément le réflexe tout de suite. Et puis, il y a aussi besoin justement d'encadrer tout ça. Parce que, comme je dis, même si c'est un outil qui a beaucoup d'intelligence artificielle intégrée, donc il n'y a pas besoin de tout taguer, ça n'empêche qu'il faut quand même un minimum catégoriser la source de données pour que derrière, ça filtre automatiquement quand on fait une requête. Ces choses-là, si les gens ne le font pas, l'outil, il est malin, donc il va réussir à trouver certaines choses, mais il ne retrouvera pas tout. Et puis après, c'est une question d'intégration. Donc, intégrer cet outil-là aux outils où la donnée est prélevée. Donc ça, il y a des choses qui sont déjà en place. On a intégré cet outil avec nos outils de Zoom, etc. Donc pour avoir directement dans les calls, mais aussi à des outils comme Intercom, qui est notre chatbot sur une des plateformes, qui normalement devrait arriver sur d'autres plateformes aussi après, mais bon, bref. Et donc en fait, dès qu'un utilisateur fait un prompt dans le chatbot, ça remonte dans le repository. Et le but, c'est de faire que cette automatisation, elle se répande sur plein de choses, c'est-à-dire les tickets support, etc., etc. Bon, après, il y a des enjeux techniques qu'il faut solutionner, mais c'est ça le but à obtenir. D'accord. Et on peut arriver finalement au cœur de la problématique de ce podcast-là. Quand on a toute cette donnée-là, tous ces contributeurs, tout ce suivi, est-ce qu'on arrive à faire justement cette vision avant-après? C'est-à-dire qu'on a des données, on fait des efforts en termes de connaissances clients, on l'organise, on la collecte, on l'exploite. Est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact business ou sur certains KPI de votre travail auprès des autres équipes? Et puis sur quel KPI en particulier? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, en 2 points. Je dirais qu'aujourd'hui, la connaissance qu'on a mis dans Emarvin, elle est sous-exploitée, je pense, encore à l'heure d'aujourd'hui. Et j'ai encore eu un écho comme quoi, justement, il y avait une équipe qui récupérait pas mal de feedback client.
mais que ça ne servait pas forcément les roadmaps. Donc, en fait, c'est ce qui est un peu regrettable parce que c'est ce qui devrait alimenter justement les roadmaps. Et donc ça, j'ai l'impression que des fois, ça arrive, les collaborateurs vont penser à cet outil-là peut-être un peu trop tard, pas au moment de la planification des roadmaps en amont de phase. Donc je pense que ça, c'est un des gros challenges qu'on va avoir pour cette année, c'est arriver à déverser cette connaissance et automatiser certaines choses pour pouvoir déverser cette connaissance au bon endroit, au bon moment. Je pense notamment, on travaille avec les Product Ops pour justement voir comment on peut synchroniser Marvin, les insights des Marvin pour qu'ils arrivent dans le PRD, le Product Requirement Brief. Donc ça, c'est une chose. Après, il y a encore plein d'autres choses à faire. Mais du coup, pour revenir à ta question, qui était est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact de la connaissance client sur le business ou sur des KPI particulièrement sur il y a une frustration à un moment donné, on la corrige et puis on voit que le taux de satisfaction augmente par exemple. Ouais, alors ça c'est plus évident avec lorsqu'on fait on suit justement des KPI vraiment de comportement. Donc comme je te disais, le frustration score qu'on a mis en place, des métriques, etc. Donc par exemple, là, on a tout un programme qui est un programme d'accélération en fait de l'amélioration de nos plateformes notamment. Et là, concrètement, on va pouvoir mesurer l'avant, l'après. Donc, on a identifié, par exemple, des améliorations sur nos outils qui vont être des améliorations de navigation qui sont assez, quand même, beaucoup liées à la usability. Oui. Voilà. Donc, sur l'usage de la plateforme. Sur l'usage de la plateforme, parce que c'est surtout sur ce genre de choses que ça va être plus facile de mesurer. Lorsqu'on est très en amont de phase et qu'on partage des études qui sont plus liées à un besoin client, ça, pour arriver à mesurer l'impact sur le business et le ROI, c'est assez compliqué. Parce qu'il faut que ça rentre dans la roadmap, que la feature soit mise en place, qu'on voit comment elle est utilisée. Exactement. Il faut qu'on arrive à lier le feedback que nous, on a remonté ou l'insight à l'implémentation de la feature qu'on va après mesurer. Mais ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas encore à... C'est trop loin, en fait. On n'arrive pas à faire toutes ces étapes encore. Et puis, il y a tellement d'équipes qui vont aussi participer et contribuer à la réussite qu'on ne peut pas dire alors 12% c'est lui, 13% c'est elle et 25% c'est eux. Quoi. Exactement. Par contre, là, avec ce qu'on a mis en place et l'amélioration continue des plateformes, on travaille en étroite collaboration avec justement les équipes Product Analytics. Et on a un dev qui est dédié à ça, parce que c'est pareil, il faut les ressources dev pour pouvoir développer les lots d'amélioration. Et on va pousser du coup des lots d'amélioration qu'on a identifiés. On a quantifié sur ces lots d'amélioration. Alors c'est encore, on est work in progress, hein, donc on va voir quel impact ça a après sur nos métriques. Et je pense qu'on aura un calcul de ROI et d'impact de plus en plus fiable au fur et à mesure de la livraison de ces lots et de la mesure de cet impact. Mais voilà, ça par exemple, on va pouvoir mesurer beaucoup plus rapidement en voyant une amélioration du frustration score, en voyant une amélioration des rage clicks, une amélioration de la conversion. On va pouvoir avoir du coup un retour assez rapide sur le business sur ce genre de projet. Ce programme-là d'accélération, c'est vraiment quelque chose qui a été monté au niveau de l'équipe Product Design et donc on est indépendant d'eux et on va aller très vite. En fait, l'idée, c'est d'aller très vite, de voir ce qui se passe et de ne pas attendre que ça sorte dans les roadmaps. Après, deuxième chose, là justement, on va de plus en plus, avec l'UM/UX PMF, c'est pareil, on essaye de voir si en introduisant une nouvelle feature, ça change l'UM/UX PMF ou pas. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir voir l'impact de la satisfaction client. Donc qui dit satisfaction client dit plus d'utilisateurs, plus de conversion, plus de ROI. Et le NPS, vous le suivez aussi ou pas? Alors, il y a beaucoup de débats sur le NPS, vu que c'est une projection. Bon. Alors, on a eu le NPS pendant longtemps, un truc qui était monitoré vraiment de façon, je me demande si c'était pas mensuel.
Mais en fait, c'est pour s'en défaire qu'on est parti sur les CX KPI. En fait, c'est quelque chose qui a été porté même. En fait, maintenant, chaque branche de l'entreprise a ses. Nous, c'est Product CX KPI, mais après, Sales, ils ont d'autres KPI. Et nous, en fait, on a vraiment la casquette user, donc d'où le choix de ces métriques spécifiques qui sont l'UM, UX, PMF et Frustration Score. Mais après, dans l'entreprise, il y a quand même encore le NPS qui est mesuré, mais cette fois-ci de manière annuelle dans le CSAT. En fait, il y a le client, je ne sais même pas comment ça se dit, CSAT, c'est Client Satisfaction, je crois, ouais, l'acronyme. Mais en tout cas, le CSAT, ça, c'est un survey qui est envoyé par une branche de l'équipe Sales tous les ans. Et dedans, il y a le NPS. Donc, il est quand même encore monitoré, mais il n'est pas monitoré de la même manière. Et il n'est pas relié aux métriques CX que vous mettez en place. Il n'est pas relié de façon directe. Okay. Par contre, après, il est dans MRVIN. Donc, nous, on peut utiliser cette donnée-là pour la mixer avec les données qui remontent de l'UMX-PMS si on le souhaite. Oui, mais sauf voir des corrélations potentielles, quoi. Oui, voilà. Et c'est ponctuel parce que le CSAT, c'est une fois par an. Donc, en fait, on a la donnée que là, en ce moment-là, c'est la donnée qui tombe maintenant dans l'année. Et après, par contre, on peut combiner les retours parce que dans le CSAT, il y a aussi des données quali et on peut combiner tout avec notre propre donnée aussi si on le souhaite. Après, le CSAT et l'UMUX-PMF, là, par exemple, on a comparé les scores sur le dernier quarter et on voyait que c'était pas du tout pareil sur une des plateformes. Et CSAT était plus élevé que sur notre UMUX-PMF, donc on s'est vraiment posé la question, mais pourquoi ? Alors après, on n'a pas creusé plus que ça, mais normalement, nous, on est quand même censé mesurer... CSAT, c'est plus à destination des clients, donc je dirais le persona buyer, et nous, on est plus à destination des hands-on plateformes, donc les gens vraiment qui utilisent les plateformes, qui sont dedans, etc. Donc, normalement, c'est eux qui sont targetés, ciblés avec notre survey. Et on ne sait pas à quel point les buyer persona notent le CSAT en fonction des retours que leurs users leur ont fait ou des remontées qu'ils ont eues non plus. Ouais, ça, on ne sait pas. Voilà, okay. Mais voilà, du coup, je dirais que ça peut être une réponse à ce gap potentiel entre le CSAT score et notre score. Ouais, donc c'est vrai que c'est sur ces indicateurs-là, NPS, CSAT, etc., qui sont parfois faits beaucoup moins régulièrement que les autres métriques que vous suivez. Oui. On peut imaginer des corrélations, mais causalité, c'est quasi impossible. Nous, on travaille justement avec Pax pour avoir un confidence intervalle. Ils recalculent en fait le score qui sort de notre outil de Qualtrics, de survey. Ils le recalculent en fonction justement du nombre de répondants, parce que on n'est pas du e-commerce, donc on est en fait aller sur un quarter, il y a des plateformes qui ne récupèrent que 30 réponses. Il y en a d'autres qui en récupèrent beaucoup plus, 200. Mais ça ne va pas au-delà, on n'est pas sur les 1000 par exemple. Oui, voilà. c'est pas Amazon, c'est Discount et compagnie. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec Pax pour donner plus de poids à ce score et qu'il soit plus véridique, proche de la vérité en fonction du nombre de répondants. Dernière question, j'imagine qu'il y a encore d'autres challenges qui sont devant vous, notamment avec un nouvel outil qui va amener d'autres contraintes, mais qui a aussi pas mal d'opportunités. Si vous deviez justement vous imaginer dans 12 mois, vous avez résolu ce problème, alors me dire quel est le challenge, et puis dans 12 mois, vous l'avez résolu, vous retournez, et puis vous voyez tous les jalons par lesquels vous êtes passé idéalement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce challenge soit résolu ou atteint ? Un peu de design fiction, si je peux dire. Alors, on a un gros challenge par rapport à l'accélération chez Criteo. Donc, l'utilisation de l'AI, etc. MRVIN est une réponse à ça. Il va falloir qu'on le scale, effectivement, comme disait Anne-Sophie, que ce soit vraiment connecté à tous les outils de client feedback, que ça devienne vraiment la one source of truth, donc vraiment l'endroit où on vient chercher la connaissance client.
Donc ça c'est une chose. Comme je disais tout à l'heure aussi, c'est comment on connecte Emarvin ensuite avec des outils ou des templates ou dans lequel on va pouvoir aussi automatiser des choses pour avoir cette connaissance qui se déverse dans les endroits stratégiques. Ça peut être au leadership, ça peut être aux équipes produits, etc. Donc là, il y a un truc à faire. Et on a aussi un autre sujet là qui a popé, qui est arrivé là récemment, qui sont les AI personas. Donc on va travailler sur, et on en a une vision encore un peu partielle dans le sens où on commence juste maintenant. Après, moi, ce que j'imagine, c'est que Marvin va beaucoup nous aider à ça, puisqu'on a déjà un endroit où on collecte la connaissance client. Alors, qu'est-ce que j'entends par AI persona ? Tout à l'heure, Anne-Sophie parlait des personas. C'est ça, mais avec de l'AI. Persona synthétique, est-ce qu'on peut dire voilà, ça des archétypes d'utilisateurs, mais du coup qui vont être qu'on va pouvoir solliciter pour du testing, qu'on va pouvoir solliciter pour valider une hypothèse, parce qu'aujourd'hui, un des gros challenges, c'est que ce soit nous comme les UX designers aussi qui font des usability tests, c'est pas nous qui nous en occupons, ou même les PM qui veulent aller parler à des clients, c'est extrêment compliqué. L'accès aux participants l'accès d'une étude, aux clients est compliqué, fastidieuse, longue, on veut pas les sursolliciter, etc. Alors attention, là je parle vraiment de recherche tactique, parce que si on est sur du stratégique, il va falloir quand même que nous, en tant que researchers, que les autres équipes continuent à alimenter notre one source of truth de connaissances clients. Sinon, nos personas, ils meurent, entre guillemets. Donc voilà, ça, c'est un des challenges, d'avoir ces AI personas, une espèce d'archétype, de bot avec lequel on va pouvoir interagir pour faire rapidement une première validation, un premier test, qui peut ensuite être confronté avec des vrais utilisateurs, et surtout sur la tacticale. Je sais que, en tout cas, on en a parlé avec le CEO de Marvin, on peut augmenter la significativité statistique avec ce genre d'outils, par exemple. Donc, pour les surveys. Ouais. Mais c'est vrai que ça, et comme tu disais, ça va commencer déjà par alimenter et connecter cet outil avec plein de sources d'informations pour que le persona il soit alimenté régulièrement et qu'il ait toujours de la valeur dans les réponses qu'il va fournir. C'est ça. Et dans les réponses qu'il va fournir, finalement, l'algorithme va aller taper dans l'immense source d'informations qu'il y a là et qui doit être nourrie régulièrement si on veut que dans 6 mois, ce qu'il dit est toujours d'actualité. Exactement, et surtout que, alors aujourd'hui nos personas sont sous-exploités, donc on veut aussi les rendre plus accessibles, les valoriser en fait au sein de, et beaucoup nous disent oui mais comment on utilise des personas, on aimerait bien mais on sait pas comment faire, etc. Donc bon, il y a aussi cet aspect-là, ça va, j'espère, solutionner ça, et puis voilà, ça va nous accélérer aussi plein de choses. Voilà, donc ça c'est un des gros sujets là, il faut qu'on y aille là tout de suite pendant 6 mois. Et donc ça va passer par un POC, j'imagine, comme vous avez pu faire un POC pour choisir l'outil de repository. Oui, en fait déjà il va falloir connecter ça au repository parce que voilà, c'est là où la donnée vit. Il va y avoir certainement un POC. Si on regarde les étapes, déjà c'est comprendre ce dont on a besoin, donc c'est faire une sorte de cahier des charges, et ensuite c'est aller voir différentes solutions en fait, et c'est ce qu'on avait fait aussi pour Emarvin, c'est regarder ce qui existe sur le marché, regarder aussi des solutions en interne, parce qu'on a quand même des devs aussi chez nous qui peuvent faire des choses. Regarder toutes ces différentes options, les pour, les contre, qu'est-ce qui manque, voilà. Et puis après, c'est voir aussi à quel point ça peut s'intégrer avec ce qui est déjà. Et puis après, c'est de faire un essai et de lancer. Et puis après, c'est aussi former les gens, communiquer, parce que même pour Emarvin, aujourd'hui, c'est là où je suis en train d'analyser un survey justement qu'on a envoyé au PM là pour comprendre
leur retour sur cet outil. Voilà, ce qui manque aujourd'hui, c'est de la formation, de la communication, quelques sources de données, des choses comme ça. Donc ça va être pareil en fait pour les agents persona. Et puis après, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est qu'il va aussi falloir que dans l'outil, le persona puisse dire je ne peux pas répondre. Par exemple, si en fait le persona affectif saura répondre sur des choses qu'on a déjà collectées, mais il ne saura pas répondre sur des choses, comme on parlait tout à l'heure, stratégiques, mais aussi visionnaires. C'est-à-dire que si on n'a collecté rien sur le sujet actuel, disons l'AI, comment les clients perçoivent l'AI, comment ils veulent l'utiliser, sur quel type de tâches ils veulent pouvoir automatiser des choses, etc. Si on n'a rien, le personnel, il ne faut pas qu'il invente en fait. Donc ça aussi, ça va être aussi une des choses, un petit challenge à prendre en compte. C'est bien élever la machine pour qu'elle dise je ne sais pas et qu'elle avoue qu'elle ne sait pas. Voilà. Qu'elle soit honnête finalement. Et pour éviter les hallucinations, parce qu'après ça fait prendre des mauvaises décisions aussi. Merci encore d'avoir pris du temps et d'avoir partagé votre expérience. Merci Nabil.